Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce module de cours dans le cadre du cas DMS. Donc, DMS, c'est Digitalization Maturity System. Et donc, c'est un cas qui s'appuie sur un instrument d'évaluation de la maturité d'une entreprise en termes de transformation digitale ou plus simplement de la maturité digitale d'une entreprise. Cet outil a été développé dans le cadre des activités de recherche d'IS Lab, qui est affilié à l'Institut Télécom Business School. Cette présentation est structurée comme suit. Donc, tout d'abord, nous allons introduire les objectifs généraux du cas et expliquer le déroulement de la formation. Ensuite, nous allons aborder les notions clés qui sont liées au cas, notamment la transformation digitale et ses dimensions, les technologies qui sont en support à cette transformation et finalement la notion de maturité digitale. Comme ce cas s'appuie sur un instrument de maturité, il nous a semblé pertinent d'introduire un ensemble de modèles existants qui permettra par la suite d'apprécier l'apport du DMS. Et enfin, la mission qui s'inscrit dans le cadre de ce cas se déroule sous forme d'une mission de conseil, donc un conseil en transformation digitale. Et donc, nous allons présenter la notion de conseil, son histoire et ainsi que les étapes pour permettre de dérouler une mission. Voilà. Alors, pourquoi le DMS? Avec l'avènement des technologies digitales, les entreprises ont accès à un ensemble d'innovations sur lesquelles il sera pertinent de capitaliser afin d'améliorer leur processus, leur expérience utilisateur, leur business model, etc. Cette amélioration n'est pas juste un luxe pour les entreprises, mais un besoin pour s'aligner avec les évolutions constantes du marché, donc tout ce qui est comportement utilisateur, tout ce qui est concurrence, etc. Et donc, ce besoin s'est d'autant plus confirmé lors de la crise Covid et plus généralement lors de toute crise socio-économique, car les technologies digitales ont prouvé leur importance pour permettre aux entreprises de s'adapter à ces situations inédites. Et pour cela, pour pouvoir s'aligner avec les mouvements du marché, pour pouvoir s'aligner avec les avancées technologiques, toutes les firmes dans tous les domaines mènent une transformation digitale pour capitaliser sur l'accélération des développements technologiques digitaux. Et donc, pour bien préparer cette transformation, il est important au préalable d'évaluer son aptitude en tant qu'organisation à exploiter ses ressources, donc ses ressources matérielles et immatérielles, pour tirer profit de ces technologies digitales. D'où l'apport du DMS. Alors, le DMS, c'est un outil d'évaluation avec un ensemble de critères qui caractérisent la transformation digitale. Il a été développé suivant une approche scientifique rigoureuse, contrairement à un ensemble d'outils qui existent sur le marché et qui proviennent des constats des praticiens. C'est un outil qui est ajustable selon le contexte de l'organisation. Donc, on va choisir uniquement les critères qui sont propres à un contexte spécifique et qui permettent de refléter l'état de maturité digitale de l'organisation. Pour mettre en œuvre cet outil, il est accompagné d'une démarche d'audit pour guider les projets de transformation d'une organisation. Donc, ici, nous allons établir un diagnostic de la maturité digitale de l'organisation pour pouvoir lui fournir un conseil et des recommandations afin de s'améliorer et favoriser ces projets de transformation. Le DMS, dans le cadre de cette présentation, est introduit comme un cas pédagogique qui va vous permettre, en tant qu'apprenant, de vous approprier la démarche de conseil en transformation digitale, de savoir comment dérouler une telle mission avec des représentants d'une entreprise, donc des représentants de différents départements, de comprendre comment réaliser une collecte auprès de ces représentants et analyser les données qui en résultent. Et enfin, donc, il est important de savoir aussi comment restituer à l'entreprise son profil de maturité et comment co-construire avec elle un plan d'amélioration afin de favoriser ces projets de transformation. Et donc, tout cela pour parvenir à un ensemble d'objectifs pédagogiques dont les principaux est de pouvoir sensibiliser les apprenants aux enjeux de la transformation digitale pour les entreprises, être en mesure de dérouler une mission de conseil sur le terrain et auprès d'une équipe de direction, développer une capacité d'écoute pour comprendre les enjeux d'un client et pouvoir lui fournir des recommandations appropriées. Et enfin, savoir se comporter en groupe. Donc là, vous allez être organisé sous forme d'équipe de consultants et pas d'un seul consultant qui va intervenir au niveau d'une entreprise.
Et aussi, donc, c'est une occasion pour vous pour pouvoir apprendre à dispatcher les tâches entre vous et à se comporter en équipe. Alors, initialement, la formation, elle est prévue comme suit, avec des ajustements selon le dispositif pédagogique qui sera prévu. Donc, une séance courte, donc la présente séance pour pouvoir expliquer les concepts clés et discuter autour d'eux avec les apprenants, qui sera suivie d'un quiz de compréhension de 20 minutes qu'on va corriger au terme de la séance et qui va bien sûr permettre d'ancrer en quelque sorte ces concepts clés liés à la transformation digitale et à la maturité digitale. La deuxième séance sera consacrée à l'énoncé du cas, là où on va expliquer en détail la structure de l'outil, la démarche qui l'accompagne, la méthode d'intervention au niveau de l'entreprise et aussi toutes les séances qui vont se dérouler en parallèle, en classe, afin de monitorer en quelque sorte votre progression en termes de mission de conseil. Une troisième séance, bien sûr, est prévue dans le cadre du suivi et il est possible de prévoir un ensemble de séances selon le besoin des équipes et selon la complexité de la mission. Donc, des fois, on est sur des missions avec des entreprises qui opèrent dans des secteurs à forte intensité technologique et la mesure de la maturité digitale peut être délicate et nécessitera plusieurs séances de suivi. Et donc, lors de cette séance-là, chaque équipe va présenter son avancement. Et le but, effectivement, est de pouvoir discuter et d'échanger avec le formateur pour pouvoir lever les verrous et se faire aider afin de bien mener sa mission de conseil. Ce cours se termine avec une séance de correction où chaque équipe va réaliser un exposé expliquant les principales étapes de sa mission de conseil, expliquant également la façon avec laquelle elle a analysé les différentes perceptions des utilisateurs quant à la maturité digitale de l'organisation à laquelle ils appartiennent, et aussi justifiant le plan de recommandation qui a été formulé avec l'entreprise pour pouvoir favoriser le succès de sa transformation digitale. Alors, quelles sont les notions clés qui sont liées à ce cas pédagogique? Donc, tout d'abord, bien sûr, la notion de transformation digitale. Il s'agit justement d'un processus de changement qui est induit par l'usage intense des technologies digitales. Donc, cette transformation digitale, qui peut aussi s'appeler digitalisation, elle est différente de ce qu'on appelle digitization, et qui fait plutôt référence à tout ce qui est numérisation, c'est-à-dire transformer des produits et des services en des variantes digitales. Et donc, cette transformation va entraîner une revue holistique de l'entreprise, mais aussi de la société dans son ensemble, des comportements des utilisateurs, des business models, des processus opérationnels, etc. Cette transformation, elle est créatrice de valeur et il y a plusieurs valeurs qu'une organisation peut tirer de la transformation digitale. Donc, tout d'abord, une valeur d'attractivité en renforçant la visibilité de ses produits et services, une valeur de croissance en essayant de conquérir de nouveaux marchés, une valeur pédagogique en essayant de favoriser le développement des compétences de ses équipes en termes de technologie digitale, une valeur économique, bien sûr, en optimisant ces processus qui va permettre, in fine, d'optimiser les coûts et les efforts. Et enfin, une valeur altruiste en généralisant l'accès au savoir pour toutes les personnes au sein de l'organisation, mais au-delà de l'organisation, par exemple dans un écosystème d'affaires ou même dans une communauté territoriale. Alors, quelles sont les principales technologies en support à la transformation digitale? On parle tout d'abord des technologies SMAC qui caractérisent l'ère digitale. Donc, SMAC, c'est pour Social, Mobile, Analytics et Cloud. Donc, la dimension sociale intègre tout ce qui est réseaux sociaux d'entreprise, mais aussi, bien sûr, réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, etc., que les organisations peuvent utiliser pour des opérations de marketing ciblées, pour collecter des données à propos des clients, etc. La dimension mobile, elle intègre tout ce qui est Internet des objets, donc voitures connectées, tablettes, montres connectées, etc. Les smartphones aussi, et qui permettent justement aux organisations d'être plus proches des utilisateurs finaux. La dimension analytics intègre tout ce qui est business intelligence et big data pour justement pouvoir tirer des interprétations des données collectées à travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers d'autres médias. Et enfin, la dimension cloud
Elle fait plutôt référence à tout ce qui est stockage des données collectées et aussi à tout ce qui est plateforme qui permettent par la suite d'exploiter ces données dans la continuité et en toute sécurité. Le deuxième bloc de technologies qui sont support à la transformation digitale, ce sont les technologies, ce qu'on appelle dark. Alors, dark, c'est pour distributed ledger, comme par exemple la blockchain, ce qui permet d'établir des contrats intelligents, par exemple, entre les fournisseurs et les clients, de s'assurer de la fiabilité des données et de collaborer de façon très fiable à grande échelle entre des personnes qui ne se connaissent pas. Donc, c'est un réseau qui est décentralisé. Le A fait référence à Artificial Intelligence. Donc, et là, on retrouve tout ce qui entoure la problématique d'automatisation des processus métiers, capitaliser sur les résultats d'analyse des données et bien sûr, analyser des données en quantité importante, donc une quantité sans précédent. Le R fait référence à Reality. Donc là, on intègre dans R réalité virtuelle, augmentée, mais aussi assistée. Donc, c'est l'intelligence humaine qui est assistée par l'apport des machines, l'intelligence des machines. Et donc, cette réalité permet, par exemple, de mettre en place des modules de formation avec des environnements augmentés, donc tout ce qui est 3D, et aussi une meilleure accessibilité pour des produits et des services. Et le Q, bien sûr, il fait référence à tout ce qui est technologie quantique, qui a beaucoup fait parler d'elle vers l'an 2019 avec le calculateur de Google et celui d'IBM, etc. Et donc là, le quantique va permettre d'optimiser les flux d'énergie, de transformer la perception de la cybersécurité au niveau mondial, d'avoir des possibilités énormes de calcul et de résoudre des problèmes qui, avec les approches physiques actuelles, donc déterministes, ne sont pas solvables. Alors, quelles sont les dimensions de la transformation digitale? Il existe 3 dimensions. Tout d'abord, des transformations de l'expérience utilisateur. Et là, l'entreprise va plutôt se focaliser sur la possibilité de développer une interface, donc peut-être une application, une commande, un contenu, une page web, etc., qui est plutôt intuitive et ergonomique afin de faciliter les interactions avec les utilisateurs et aussi de permettre à l'utilisateur de s'approprier le produit ou le service de l'entreprise. Et donc, cette expérience doit être le plus naturel, le plus fluide et le plus riche possible. La deuxième dimension est la transformation des processus opérationnels. Et donc là, le but, c'est de pouvoir accroître les performances opérationnelles de l'entreprise en remplaçant certaines tâches manuelles par des tâches automatisables. Et donc là, il s'agit surtout de permettre aux effectifs de capitaliser sur leurs propres compétences intellectuelles sur des tâches à forte valeur ajoutée au lieu de réaliser des tâches manuelles. Et donc, le but de l'automatisation, finalement, ce n'est pas de réduire l'effectif, mais surtout de permettre à cet effectif d'évoluer sur des tâches de nature intellectuelle. Tout ce qui est, par exemple, le management stratégique, tout ce qui est décision, etc. Voilà. Et enfin, la transformation des business models. Donc là, il s'agit d'intégrer, par exemple, une composante numérique dans le business model, donc partiel ou total, qui va permettre à l'organisation de révolutionner son marché, d'utiliser des outils de marketing pour fidéliser et pour se faire recommander ainsi accroître ses parts de marché, et donc, in fine, de valoriser l'image de l'entreprise à travers des services qui sont modernes et qui sont dynamiques et qui s'appuient sur les technologies digitales. Et donc, bien sûr, depuis tout à l'heure, je suis en train de parler de l'apport de la donnée pour l'analyse et pour l'interprétation, ce qui va permettre à l'organisation de mieux orienter ses projets de transformation. Et donc, on dit aujourd'hui que la donnée constitue la principale source d'avantages concurrentiels. Justement, aujourd'hui, donc les points qui sont mentionnés en rouge, les utilisateurs ont des comportements de plus en plus imprévisibles. Et il est important de bien comprendre ces comportements pour pouvoir proposer des produits et des services personnalisés et attractifs à ces utilisateurs. Donc, d'où l'importance des données
à propos des comportements des utilisateurs. La durée de vie des produits, elle est davantage réduite. Donc, si je comprends plus comment les produits évoluent, si je comprends plus à quel moment l'utilisateur va s'approprier un produit, à quel moment il va l'abandonner, cela va me permettre de mieux optimiser mes chaînes de production et de mieux concevoir des produits à forte valeur ajoutée. Et ces données, bien sûr, viennent aussi compléter les connaissances des employés qui peuvent être très limitées. Donc, dans une entreprise, on ne peut pas avoir la science infuse, on ne peut pas avoir des connaissances qui sont propres à tous les domaines scientifiques. Donc, il est important de pouvoir capitaliser sur des données externes afin de compléter les connaissances propres de l'entreprise. Et donc, par la suite, en exploitant les opportunités offertes par les données, une entreprise pourra prédire, voire influencer les tendances du marché. Elle va compléter ses bases de connaissances internes et elle va façonner ses business models et ses produits et services de telle sorte à attirer plus d'utilisateurs. Et donc, bien sûr, toutes ces données, tous ces outils, toutes ces dimensions de transformation s'intègrent dans un système cohérent qui s'appelle le système d'information. Alors, c'est quoi la place du système d'information pour gérer ces flux de données? Alors, une entreprise, en général, elle s'appuie en premier sur ce qu'on appelle un système opérant qui va permettre de gérer tout ce qui est flux physique, donc flux de matières premières, flux financiers, etc. Ce système opérant agit sous la commande de ce qu'on appelle un système de pilotage. Et donc, à travers ce système de pilotage, il y a des flux de décision. Donc, tout ce qui est décision à propos du marché à cibler, décision à propos du produit à intégrer dans le portefeuille de l'entreprise, etc. Et donc, ce système de pilotage est soumis bien sûr à des contraintes internes, comme par exemple les capacités de production, comme par exemple le budget, etc., mais aussi externes, comme les lois d'offres et de demande sur le marché, les cadres réglementaires de chaque pays, etc. Et tout cela vient s'intégrer dans ce qu'on appelle un système d'information qui va gérer les interactions entre le système opérant et le système de pilotage. Donc, comment est-ce que les décisions se répercutent sur les flux physiques et comment est-ce que les flux physiques constituent des contraintes qui vont influencer la décision. Et donc, tout ça circule à travers un flux immatériel qui est un flux d'informations et de données. Une dernière notion qui est très, très importante pour ce cas pédagogique, c'est ce qu'on appelle la notion de maturité digitale. Mais avant de parler de maturité digitale, définissons d'abord ce qu'est la maturité. Donc, la maturité fait référence au degré auquel des processus organisationnels sont formellement organisés et exécutés pour produire des résultats envisagés. Donc, en fait, les modèles de maturité qui proviennent du domaine de management de la qualité, ils reposent sur une hypothèse simple, c'est que si mon processus il est amélioré, si mon processus il est bien exécuté, il va forcément mener à des résultats qui sont performants et qui sont optimisés. Et donc, en lien avec cette maturité, on définit aussi la maturité digitale, c'est-à-dire la capacité ultime de l'organisation à faire bon usage de son capital intellectuel, c'est-à-dire de ses ressources humaines, de ses processus opérationnels, de son parc technologique, mais aussi de son capital relationnel interne, c'est-à-dire tout ce qui est relation entre les collaborateurs, mais aussi relations externes, c'est-à-dire avec son écosystème, avec ses concurrents, avec ses fournisseurs, avec ses clients, etc. Et donc, tout ce capital, l'exploitation de ce capital, a pour but de bénéficier des opportunités qui sont offertes par les technologies digitales. Et donc là, le but, justement, c'est de pouvoir mesurer si l'entreprise a mis en place les bons processus, a mis en place les bonnes pratiques pour exploiter son capital intellectuel, ce qui va, in fine, aboutir à des résultats performants au terme de sa transformation digitale. Quand ce cas s'appuie sur un outil qui s'appelle le DMS, donc c'est un outil qui a été développé au sein de JS Lab et qui sera présenté dans le module énoncé, il nous a semblé pertinent quand même de vous introduire quelques exemples de modèles de maturité digitale existants. Et donc la plupart de ces modèles s'appuient sur des constats de praticiens, tandis que le DMS qui est utilisé dans ce cas, il a été développé selon une approche scientifique rigoureuse avec un cadre méthodologique et des expérimentations au niveau des entreprises avant de le généraliser.
Alors, le premier modèle qui est largement utilisé, c'est le DQ Framework qui a été proposé par le DQ Institute. Alors, DQ, c'est Digital Quotient. Et donc là, il évalue 8 domaines de compétences dans l'identité digitale, la communication digitale, etc. Et c'est plutôt au niveau de l'individu. Donc, c'est un outil qui permet de mesurer la maturité digitale individuelle. Donc, est-ce que je suis conscient des risques pour tout ce qui est sécurité digitale, pour tout ce qui est confidentialité, pour tout ce qui est identité numérique, etc. Et donc, le but de ce DQ Framework est de permettre d'accomplir des objectifs au niveau de 3 dimensions. Donc, tout d'abord, être un bon citoyen digital. Donc, savoir utiliser les technologies numériques de façon responsable et éthique. Être créatif, pouvoir transformer mes idées en réalité, et ce, en exploitant le potentiel des technologies. Et développer une sorte de concurrence, enfin, de compétitivité, en injectant des opportunités pour l'économie numérique. Et donc, moi, en tant qu'individu, je vais être vecteur de changement dans mon écosystème, dans mon environnement, à travers mes idées et à travers leur transformation pour améliorer cet écosystème. Le deuxième framework qui aussi s'appuie, enfin, pardon, se focalise sur les citoyens, c'est le European Digital Competence Framework qui a été développé par la Commission européenne. Et là encore, on retrouve 5 dimensions, alors que pour l'autre, il y avait 8 dimensions. Là, on retrouve par exemple en commun entre les deux tout ce qui est data literacy, donc tout ce qui est apprentissage et connaissance à propos du digital et des données. Il y a aussi la dimension créativité, donc création, savoir transformer des idées en des opportunités. Il y a la dimension safety qui revient toujours parce que comme bien sûr on est en train de traiter des données qui peuvent être personnelles, médicales ou financières, donc la dimension confidentialité et safety est très importante. Et voilà. Et il y a aussi tout ce qui est communication et collaboration, c'est-à-dire pouvoir exploiter les outils digitaux afin de mieux communiquer et afin de faciliter l'intégration des personnes au sein de leur environnement. Et bien sûr, cette intégration s'appuie sur une collaboration étroite avec les hommes, mais aussi avec les machines. Le troisième modèle qui est largement répandu, c'est le Digital Quotient de McKinsey. Alors là, c'est un modèle qui s'appuie surtout sur la dimension organisationnelle, alors que les 2 autres modèles étaient propres au niveau individuel. Et ici, le modèle a pour objectif d'évaluer la maturité digitale de l'organisation selon 4 domaines de capacité. Donc, la culture, comme par exemple, est-ce qu'il s'agit d'une organisation qui met en œuvre les technologies pour devenir plus agile, pour collaborer en interne et externe. La dimension capabilities, avec tout ce qui est automatisation des processus, amélioration de l'expérience utilisateur. La dimension stratégie, donc là, on retrouve encore une fois la transformation des business models, la prise en compte des besoins utilisateurs et aussi la construction d'une orientation stratégique long terme en anticipant les évolutions technologiques. Et enfin, la dimension organisation et talent. Donc, comment est-ce que les technologies me permettent d'avoir une structure organisationnelle plus fluide, des processus plus agiles et plus performants, et aussi des personnes qui adhèrent à la culture de l'entreprise, qui ont développé une compétence en termes d'outils digitaux, etc. Une caractéristique principale de ce modèle est qu'il permet aux entreprises de se comparer et de comparer leurs scores avec les scores moyens de la population, donc une sorte de benchmark pour savoir où se situe l'entreprise par rapport à la moyenne de la population des entreprises, mais aussi où est-ce qu'elle se situe par rapport aux entreprises leaders dans ce domaine. Enfin, donc comme le KDMS il est structuré sous forme d'une mission de conseil, où vous, en tant que groupe d'étudiants, vous allez dérouler l'outil à travers un ensemble de processus, il est bien sûr important de comprendre ce qu'est une mission de conseil. Alors, historiquement, les métiers du conseil sont apparus en 1810 en France. Et c'était en fait un métier qui était réservé à une élite,
où les préfets ils faisaient appel aux ingénieurs des mines pour pouvoir effectuer des expertises spécifiques. Vers l'an 1870, le conseil s'est généralisé aux États-Unis avec l'apparition des premiers consultants, donc c'était des ingénieurs industriels, comme par exemple Taylor, qui est bien sûr un théoricien très connu et qui est l'instigateur du mouvement du Taylorisme, et donc tout ce qui est organisation industrielle du travail, etc. Vers l'an 1910, en France, une autre évolution de ces métiers, c'est l'apparition des premiers bureaux de conseil en organisation, avec des ingénieurs conseils et des syndicats centrés sur cette catégorie de métiers. En 1960, c'est l'avènement vraiment des cabinets anglo-saxons qui a transformé le spectre des métiers de conseil, avec des méthodes et des pratiques de management qui sont complètement nouvelles et qui s'appuient surtout sur les expertises des sociétés de services en ingénierie informatique. Et depuis l'an 1980, donc bien sûr avec tout ce qui est globalisation et mondialisation, les missions de conseil ont intégré aussi des principes qui proviennent de la culture japonaise, donc tout ce qui est kata, tout ce qui est lean, etc. Ce qui a permis aux entreprises de développer des multispécialisations. Donc là, on va retrouver des cabinets d'audit et de conseil qui fournissent une expertise sur plusieurs domaines, donc tout ce qui est industrie automobile, télécommunications, domaine de la santé, aéronautique, etc. Et donc, bien sûr, avec des prestations qui peuvent être complexes et transversales à tous ces domaines, pardon. Alors, qu'est-ce que le conseil? Donc, le conseil, finalement, c'est une prestation qui est immatérielle, qui est intellectuelle, où un ensemble de personnes, ou bien une seule personne, a pour objectif d'aider une entreprise ou une institution quelconque à s'émanciper d'une situation et donc déjà à identifier les zones d'amélioration et les possibilités et aussi à établir des plans de recommandation pour mettre en œuvre les changements nécessaires afin d'atteindre les objectifs préconisés. Une mission de conseil est généralement structurée en 6 étapes principales. Depuis l'entrée en contact avec le client ou avec le prospect, jusqu'à la mise en œuvre des actions qui ont été décidées conjointement avec ce prospect et la conclusion de la mission. Donc, nous allons voir en détail à quoi correspond chaque étape. Alors, tout d'abord, la première étape qui est l'entrée en contact avec le prospect. Ici, un client a exprimé un besoin de conseil et du coup, il va chercher un consultant, surtout en s'appuyant sur sa réputation dans le milieu. Donc, bien sûr, si le prospect ou les clients a un niveau assez élevé de confiance en ce consultant compte tenu de sa réputation, il faut bien sûr être conscient que ce niveau de confiance va évoluer au fur et à mesure que les échanges entre le prospect et le consultant auront lieu. Et donc, bien sûr, la réussite de cette phase est très importante pour pouvoir bien comprendre les besoins du client et bien sûr mieux aider le client à exprimer ses besoins et ainsi proposer des apports potentiels du consultant vis-à-vis de ses besoins exprimés par le client. La seconde étape, donc après avoir identifié les besoins et mis en évidence des apports possibles du consultant face à ses besoins, il faut établir un contrat entre les clients et le consultant. Donc, une offre avec des engagements réciproques, les points sur lesquels s'engage le consultant. Donc, est-ce qu'il aura un rôle de coordination, d'animation, de rassembleur d'informations? Est-ce qu'il sera seulement un observateur objectif? Est-ce qu'il aura un rôle formateur? Est-ce qu'il sera responsable de la mise en œuvre des actions, etc. Mais aussi les engagements du client. Donc, là aussi, est-ce qu'il va aider le consultant dans tout ce qui est mise en œuvre des actions? Les accès qu'il va donner au consultant pour pouvoir collecter des données, pour pouvoir auditer ses systèmes, etc. La troisième étape, donc, c'est le recueil des informations. Et là, bien sûr, il y a plusieurs approches possibles, comme des entretiens individuels, comme des entretiens de groupe ou des focus group ou des groupes nominaux, comme des enquêtes par questionnaire, comme des observations, l'analyse de documents internes et externes, etc. Et donc, bien sûr, il est pertinent pour un consultant de pouvoir combiner à la fois un ensemble de sources de données, ce qui va permettre d'avoir un regard
plus objectif vis-à-vis de la situation de l'entreprise et lui permettre également de mieux comprendre le contexte opérationnel de l'entreprise. Et donc, bien sûr, comme le consultant va recueillir des données principalement auprès d'acteurs internes de l'entreprise, il est vraiment important de pouvoir développer des relations de confiance et de réciprocité. Et c'est un problème qui est très récurrent dans les missions de conseil parce que bon, peut-être que le conseil, la mission, elle a été initiée à la demande du DG, mais des fois, tu as devant toi des utilisateurs qui sont réticents, des méfiants, des hostiles, des indifférents et qui ne veulent pas vraiment s'engager et s'impliquer de façon transparente et de façon fiable dans la mission de conseil. La quatrième étape, c'est l'analyse et le diagnostic. Donc, une fois qu'on a collecté les informations à travers un ensemble d'approches possibles, là, le consultant va réaliser un ensemble d'analyses croisées, donc confronter les perceptions des utilisateurs, regarder ce qui ressort des données secondaires et des données primaires, etc. Et donc là, il va établir une sorte de diagnostic et dresser un profil de maturité de l'entreprise. Il est important dans ce diagnostic de bien différencier ce qui est constat, donc ce que l'utilisateur a constaté par lui-même, ce qu'il a interprété, donc le sens qu'il a tiré de ces constats, et les données, donc tout ce qui est factuel et tout ce qui a permis aux consultants d'établir ces constats. La cinquième étape est bien sûr la synthèse de le rapport de cette analyse. Et donc là, il faut bien sûr établir un rapport qui représente un tout cohérent pour pouvoir dégager une vision globale, c'est-à-dire comprendre la situation de l'entreprise, comprendre les opportunités et mieux mettre en lien les opportunités avec les ressources disponibles, donc tout ce qui est capital intellectuel de l'entreprise pour pouvoir saisir ces opportunités. Et donc, la synthèse, elle se fait avec le client. Parfois, il s'agit juste d'une validation auprès du client. Donc, le client qui va jeter un coup d'œil au rapport et qui va valider qu'effectivement, ce rapport reflète la situation de l'entreprise et qui s'appuie sur des données fiables. Ou bien, le consultant peut même coproduire le rapport de synthèse avec le client. La sixième et dernière étape, c'est la mise en œuvre des actions et la conclusion de la mission. Et donc là, après avoir établi un plan de recommandation, il est bien sûr pertinent de pouvoir favoriser la mise en œuvre de ces actions. Et pour cela, il faudrait bien sûr que le consultant justifie bien ses propositions, pourquoi ces actions sont pertinentes pour l'entreprise. Ces propositions doivent bien sûr tenir compte de tout ce qui est position de pouvoir, des conséquences du changement. Donc, je ne vais pas bien sûr venir voir une PME et lui conseiller de faire une refonte de son système d'information en migrant vers un ERP qui est très coûteux et qui est très conséquent par rapport à des processus opérationnels qui peuvent être simples. Et il doit aussi prendre en considération la culture de l'entreprise. Donc, est-ce que les gens sont prêts à collaborer? Est-ce qu'il y a des pratiques de dissimulation de connaissances entre les utilisateurs, etc. Et donc, ce plan d'action, il doit être justifié, comme j'ai dit. Il doit tenir compte du contexte de l'entreprise, mais aussi il doit être organisé et structuré selon un calendrier clair en définissant les parties prenantes à chaque étape de mise en œuvre de ce plan d'action. Et donc, au terme de la mission, il est très important pour le consultant de comprendre et de connaître le point de vue du client vis-à-vis de sa mission. Et là, il va collecter auprès du client ce point de vue, soit à travers un questionnaire de satisfaction, soit à travers des entretiens pour évaluer la fiabilité de la mission, la valeur ajoutée de la prestation et bien sûr, pour pouvoir établir une sorte de référentiel qui va permettre que le consultant pourra afficher comme étant une mission réussie auprès de ses clients qui lui prodiguera plus de légitimité pour pouvoir mener des missions similaires par la suite. Voilà, donc ceci, c'est un ensemble de ressources bibliographiques qui sont liées à ce cas et au concept qu'on vient de dérouler. Donc, je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil sur les livres blancs, sur les articles de recherche ici qui sont proposés et qui vont vous permettre d'avoir une vision complémentaire par rapport à ces concepts. Voilà, merci de votre attention.